Alors, nous allons maintenant procéder aux distinctions. Mais c'est toi qui vas remettre. Et toi qui... Voilà. On les a, Oui, tout est là. Je vous laisse faire. Non, t'es avec dedans. Donc tu commences par... Alors, on va procéder par ordre alphabétique. J'ai un micro. Voilà, très bien. Donc, 6 médailles qui vont être remises. Et on commence par ordre alphabétique. C'est donc Claude Abou qui est appelé en premier. Je vais quand même... Attends, pose là. C'est pas que... Voilà, je vais quand même dire quelques mots. Jeune chef de service, Henri Mondor, je n'ai pas l'année précise, tu nous la préciseras, mais tu t'intéresses très tôt, et ça on le sait, à l'innovation. Et parmi les premiers, bien évidemment, à la chirurgie laparoscopique. Tu as ainsi participé aux transformations majeures de notre discipline, l'urologie, dans ton service, d'une part, en créant très tôt les surspécialités, ce qui a apporté un dynamisme concret par les connaissances, par les actions qui ont été développées par toi-même, en vrai leader, et par tes élèves, avec le constant souci de la recherche et de l'avancée. À l'affût, bien sûr, en créant avec ton ami, ancien académicien, l'inoubliable Bernard Lobel, avec le soutien du conseil d'administration, le comité de cancérologie, et en lui donnant d'emblée un niveau d'exigence international. Si bien que le modèle fut adopté quelques années plus tard par notre société européenne, European Association of Urology, j'en fus le témoin direct, ce qui au travers et autour des recommandations a conduit notre journal européen au plus haut niveau de la discipline, avec actuellement un impact facteur de 24, je crois même de plus de 24, ce qui pour une discipline est vraiment important. Et puis, il y a ta carrière internationale. Tu t'y es toujours senti très à l'aise, multipliant les démonstrations en live et participant ainsi à la très haute réputation de la chirurgie française. Je ne peux pas tout dire, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. En 2000, il y a donc près d'un quart de siècle, c'est un Français qui réalise la première mondiale, une prostatectomie radicale robot assistée, à Paris, et la publie dans l'American Journal, pays de renaissance à l'époque de cette technique. Et ce Français, c'est Claude Abou. Ambroise Paré pourrait être fier de toi. Merci Claude. Donc Pascal, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment très honoré, très enchanté de recevoir ce prix, cette médaille en tout cas. Ça m'honore, j'arrive en fin de carrière et puis ça fait une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Et je veux dire que nous avons vécu tous ensemble une période absolument fantastique. Je pense que nous avons vraiment transformé la chirurgie à tout point de vue. C'est-à-dire que la chirurgie avant notre action et la chirurgie actuelle est complètement différente. Nous arrivons à une chirurgie légère, de qualité exceptionnelle, avec des instruments absolument spectaculaires. Et je pense que ce travail est le début maintenant d'un autre travail qui encore va évoluer vers probablement plus de robotique réelle. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas en robotique, mais en télémanipulation actuellement. Donc je pense qu'avec les outils qu'on a, c'est-à-dire que le GPS qu'on a avec les IRM, les scanners, etc., et puis tout le reste, va progressivement aboutir à une amélioration encore plus importante de la chirurgie. Donc on est parti dans un cheminement absolument fantastique. Je dois dire que pour moi c'était un petit peu compliqué parce qu'au départ je n'étais pas amené à être médecin. Simplement j'ai fait un cauchemar un jour parce que j'étais mathématicien et j'ai fait un mauvais rêve où je ne réussissais pas comme ce cauchemar à résoudre un problème de mathématiques. Et le lendemain j'ai dit je ne serai pas mathématicien, je serai médecin. Je ne devais pas être... Exactement. Je ne devais pas être chirurgien non plus parce que je suis rentré une seule fois en tant qu'externe dans une salle d'opération. C'était épouvantable, ça criait dans tous les sens. J'ai dit c'est des fous, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et finalement,
Monsieur Benamou, là, Claude Benamou, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, quand j'ai réussi à l'internat, il me téléphone, il me dit tu seras chirurgien. Je dis mais pas du tout, je serai cardiologue parce que je suis passionné par la cardiologie. J'ai connu des gens absolument formidables, Le Nègre, etc. Toute l'équipe du Bouvrin qui est absolument extraordinaire et ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai suivi son conseil, j'étais avec lui dans le service de René. Et j'ai vu une équipe absolument grandiose. Grâce à cette équipe, j'ai pu contacter Cachera, qui m'a mis dans un service, dans son unité de recherche, où on a développé des organes artificiels, vessie, urtère pompant. C'est formidable, hein, on a réussi à créer un urtère pompant. C'est-à-dire que grâce au mouvement du rein, on pouvait pousser l'urine vers la vessie. Ensuite, progressivement, on a cheminé vers... Cachera m'a dit tu ne seras pas chirurgien cardiaque parce que j'ai le loisance, donc tu vas faire autre chose. Il m'a dit mais autre chose, ce sera bien, tu vas faire des transplantations. Va à Montréal, va apprendre la transplantation. J'étais dans un service formidable où en tant que chef résident, j'ai pu faire ce que je voulais. C'est-à-dire on a reconnu ma formation, on a apprécié la formation chirurgicale française. C'est-à-dire qu'on m'a laissé faire des transplantations alors que j'étais encore interne en me donnant le titre de chef résident. Et là, j'ai fait de la microchirurgie en revenant naturellement. Transplantation et microchirurgie, c'est du Bernard. Relation avec du Bernard, formidable. On est devenus très amis, on a fait un livre. Vous avez voyagé en Australie ensemble. Oui, alors on avait un ami australien qui s'appelait Owen, qui était un expert en microchirurgie, qui était absolument formidable. Et après, on est passé à l'étape suivante. On est passé à l'étape globale. Avec ce développement extraordinaire on a appris à travailler pour faire des recommandations et des guidelines. C'est extraordinaire, c'est grâce à l'AFU. Valenciennes nous avait incité à faire ça, on a fait ça. On a fait une stratégie de création de ces recommandations. On nous réunit ça avec toi d'ailleurs toutes les semaines, tous les mois, et en faisant un séminaire d'une semaine, au bout duquel on devait fournir le livre de recommandations et le rénover tous les ans. Cette stratégie, on a appris à faire ça. Donc ce moyen de travail, on l'a programmé aux États-Unis, en Europe, où on n'a pas cru, parce que De Bruyne, qui est le secrétaire général, m'a dit c'est quoi les guidelines, les recommandations, je ne sais pas ce que c'est, ça sert à quoi? Je lui ai dit, tu verras, il faut y aller. Donc il a accepté, à partir du moment où on pouvait payer, on a payé nos séances de travail. Donc il a accepté, puis ça a explosé. D'ailleurs, la première séance, il y avait beaucoup de monde, et tout le monde était contre les guidelines. Donc ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Donc ensuite, la chirurgie laparoscopique, là aussi, beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup d'opposition. C'était très dur. À chaque fois qu'on discutait de laparoscopie, on nous prenait pour des fous, comme des fous. Hein. C'est incroyable, on a vécu une période très difficile. Après, on est arrivé à la... Alors, j'étais invité à Baltimore, chez Walsh, qui était le pape de la chirurgie prostatique. Il nous a invités et on a fait des prostatectomies là-bas. Et la même année, donc, on a fait la première robotique et là aussi, on nous a pris pour des fous. Et il a fallu 13 ans pour que l'assistance publique de Paris accepte de mettre en place des robots dans les différents hôpitaux parisiens. Ce qui était... on s'est réunis de multiples fois, personne n'y croyait, c'est quoi, il n'y a pas de preuves, etc. Donc on n'achète pas. Et au bout de 13 ans, ils en ont mis partout. Et puis, dernière chose, bon, je vais pas terminer comme ça, donc j'ai laissé un service qui fait très plaisir avec Alexandre Delataille, qui est quelqu'un d'un chirurgien de grande qualité, qui m'a fait très plaisir. Mais il faut que je dise un mot de Chopin quand même, parce que Dominique Chopin, donc, qui a participé beaucoup au travail qu'on a fait, parce que d'une part, on a travaillé dans des domaines qu'on ne pouvait pas imaginer en urologie, c'est-à-dire des domaines d'oncologie dans lesquels, d'une part, il a mis au point un marqueur qui aujourd'hui est un marqueur important au niveau des tumeurs de vessie, le GFF3, qui est fondamental. Et d'autre part, les anticorps monoclonaux, c'est Chopin. Qu'est-ce que c'est que les anticorps monoclonaux? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on évolue grâce à ça? C'est-à-dire les MAP, c'est-à-dire anticorps monoclonaux, c'est partout. C'est-à-dire on vise grâce aux anticorps monoclonaux, et c'est Chopin dans le service. Et ça, c'est un apport absolument gigantesque au niveau
des traitements oncologiques aujourd'hui. Bon, puis finalement, je dirais un petit mot de ma famille qui m'a beaucoup aidé, mon épouse que j'aime, mes enfants qui sont formidables, et voilà. Et puis ma carrière m'a fait très plaisir, et en tout cas, je te remercie de ton et finalement, ton cauchemar... Ne te sauve pas comme ça, et finalement, ton cauchemar s'est transformé en rêve, et c'est la raison pour laquelle tu es avec nous ce soir. Alors, on va... Attends, prends ta médaille. Ta médaille. Alors maintenant, j'appelle Jean-Pierre Chavoin. Jean-Pierre, si tu veux bien t'installer. Chef de service de chirurgie plastique et reconstructrice pendant 20 ans au CHU de Toulouse, 15 ans de responsabilité à la Société Savante, je ne la prononcerai pas parce que c'est impossible, cet acronyme, donc c'est la Société de chirurgie plastique et reconstructrice, comme secrétaire général, puis comme président en 2009. Un spécialiste, je dirais, de la transversalité, puisque tu as travaillé, j'en étais témoin, avec bien d'autres spécialités, qu'elles soient médicales ou chirurgicales, et puis ça se développe toujours, que ce soit le thoracique, l'ORL, maxillofacial, maintenant les neurochirurgiens, etc. Auteur de plus de 200 publications et d'au moins 5 ouvrages, 5 livres, qui font autorité dans les domaines, je ne vais pas tous les citer, mais en particulier la chirurgie plastique du sein, j'y reviendrai un peu, et la chirurgie des parois. On a évoqué tout à l'heure les sessions de l'Académie, c'est celle qui, une de celles qui a obtenu le plus d'audience avec ton élève Jean-Louis Grolot. La recherche, et tu as été pionnier dans plusieurs domaines innovants, les lasers, avec une encyclopédie des lasers médicaux, en 1995, la microchirurgie vasculaire, très utile bien évidemment dans ta discipline, et surtout, les implants thoraciques 3D, et un ouvrage sur les implants 3D dans l'indication particulière des pectus excavatus et le syndrome de Poland, où tu as été l'auteur là de première mondiale, avec maintenant une indication qui est très largement reconnue dans ta discipline. Et cela a également conduit à la création de Anatomic Modeling, encore un chirurgien start-upper, on va dire, et c'est très important cet esprit entrepreneurial où tu as été là encore un des pionniers avec la mise en ligne donc, de protocoles chirurgicaux qui servent cette technique, la validation des designs des implants 3D thoraciques à partir de l'imagerie et également la fabrication. Donc c'était vraiment un exemple, je crois, beaucoup pour les jeunes collègues qu'on évoquait tout à l'heure, et c'est pour l'ensemble de cette carrière absolument magnifique que nous t'avons décerné la médaille Ambroise Paré. Comme le professeur Richman l'a pratiquement tout dit, je vais être bref. Et je vais dire que ce qui m'a le plus enthousiasmé dans ma carrière, depuis le début, c'est le fait d'être au départ un chirurgien généraliste. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec toutes les spécialités. Et la spécialité de chirurgie plastique, qui est assez récente, qui s'est détachée de l'orthopédie dans les années 80, m'a permis de continuer la chirurgie générale et d'explorer des domaines qui touchaient à d'autres spécialités. Et ça a été le plaisir de ma vie de travailler avec les chirurgiens urologues, avec les chirurgiens neurochirurgiens, les chirurgiens thoraciques, et presque tous, et même en médecine, avec les dermatologues, avec les infectiologues. Donc tout ça, ça a été mon plaisir. Et puis sur la fin de ma carrière, voyant la retraite arriver, j'avais mis au point une technique un petit peu innovante, c'est-à-dire d'utiliser l'imagerie pour fabriquer des implants sur des déformations thoraciques avec une précision extraordinaire. Et avec l'aide de mes amis thoraciques, la technique a évolué en mettant ces implants en profondeur, qui s'adaptent comme une pièce de marqueterie, et c'est très difficile de rater son coup. Et donc cette technique, après ma retraite, avec la création de cette société de design qui s'appelle Anatomic Modeling, nous ne sommes pas fabricants, nous sommes uniquement designers. On a pu se diffuser dans toute l'Europe, jusqu'en Amérique du Sud. Pas aux États-Unis pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Mais voilà, j'étais très fier de travailler en transversalité. J'étais très fier de sortir un petit peu de ma spécialité pour toucher la technique et le design. Et je suis particulièrement flatté d'avoir cet honneur d'être reçu par vous dans cette honorable assemblée. Je vous remercie.
C'est à toi. Merci. Alors, c'est un autre Toulousain que j'appelle maintenant. Non, attends, c'est Brice Gaillet. Non, Non, vas-y. Ordre alphabétique. Francis Joffre. Francis Joffre. Alors, c'est un hasard. Hein. Alors, Brice Gaillet, c'est toi qui... Oui. Brice, pardon. Alors, c'était moi qui ai fait... Non, mais c'est pas grave, allez-y. Chacun son tour, Une faute allez-y. de allez-y. protocole. Il y aura pas de- Désolé, Brice, je ne sais pas. Alors, Francis Joffre, pionnier de la radiologie interventionnelle. Et je crois que sa présence est très importante dans l'esprit qu'on évoquait tout à l'heure d'un rapprochement, s'il en était besoin, entre la chirurgie et la médecine interventionnelle. Et pour moi, c'est très important qu'il soit là à plusieurs titres. Alors, il est très précoce, Francis. Premières embolisations artérielles et néphrostomie percutanée en 1974, il y a près d'un demi-siècle. Et il n'est pas si vieux que ça. Première angioplastie artérielle en 1978. En 1983, nous faisions ensemble avec Jean-Pierre Samon les premières néphrolithotomies percutanées avec guidage en 3D. Chef de service de radiologie à Rangueil, CHU Toulouse en 1984. Mais ta grande histoire est celle des stents qui débutent cette année-là, 84, avec une petite start-up suisse, société Medinvent, où avec Jacques Puel et ton élève Hervé Rousseau, vous avez travaillé d'abord sur l'élaboration définitive du wall stand avec des études animales sur des vaisseaux normaux, des vaisseaux athéromateux, et fin 1985, en première mondiale, les premières implantations humaines dans les coronaires, avec Jacques Puel et Hervé Rousseau, donnant naissance à la cardiologie interventionnelle, puis les artères périphériques, puis avec nous les artères rénales, et avec Hervé toujours. J'aurais souligné les rapports pacifiques que tu as su développer précisément entre la médecine interventionnelle, la radiologie interventionnelle et les spécialistes, que ce soit les cardiologues ou les chirurgiens, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Et d'ailleurs, en 1994, inauguration d'un bloc hybride qui permettra, entre autres, de passer alors au gros vaisseau avec les premières mises en place d'implants endo-aortiques par Hervé Rousseau, qui devient un des leaders dans ce domaine des endoprothèses aortiques. Tu as créé en 2004 la Fédération de radiologie interventionnelle au sein de la Société française de radiologie, dont tu as pris la présidence en 2007 et 2008. Bravo pour ces magnifiques faits d'armes. J'ai raccourci pour te dire que j'ai eu un immense plaisir à travailler avec toi pendant toutes ces années. Ce d'autant que tu as été membre de mon jury de thèse, si tu t'en souviens pas. Voilà. La médaille de M. Joffre, s'il vous plaît. M. Joffre. Voilà, c'est ça. Si tu veux dire quelques mots, Bien, merci Pascal. Je suis très honoré en tant que radiologue d'être reçu dans cette académie et très honoré d'être récompensé. Si vous le permettez, je vais dire quelques mots de mes rapports avec les chirurgiens. Au départ, j'étais orienté vers la radiologie viscérale et vasculaire, radiologie diagnostique, et puis petit à petit, je suis devenu interventionnel. Et les principales spécialités chirurgicales que j'ai rencontrées, c'est la chirurgie vasculaire et l'urologie. Alors en chirurgie vasculaire, ça n'a pas été très, très calme. J'étais allé, en tant que chef de clinique, j'étais allé en Allemagne apprendre l'angioplastie dans les années 75. Et quand je suis revenu, je suis allé présenter quelques observations de malades au staff de chirurgie vasculaire de l'époque. Et le chef de service a terminé mon exposé en disant « Je ne vois aucune indication pour cette technique ». Heureusement, son adjoint, qui était Pierre Puel, que vous connaissez tous, et que je remercie ici encore une fois de m'avoir donné un coup de pouce,
eh bien, il m'a confié un certain nombre de malades qui m'a permis de débuter avec l'angioplastie par ballonnet. Alors, les chirurgiens vasculaires, je les ai rencontrés dans les congrès de chirurgie vasculaire et je me souviens de joutes oratoires quand je présentais mes résultats, en particulier dans cet amphithéâtre. Je me souviens de regretter Édouard Kiefer, avec qui nous avions eu des discussions très animées, mais qui est devenu un ami. J'ai eu d'autres discussions animées avec des chirurgiens vasculaires, mais j'ai eu aussi beaucoup d'amis, et je citerai parmi eux Henri Giudicelli de Grenoble, Alain Branchereau de Marseille et Xavier Barral de Saint-Étienne. Par la suite, comme l'a dit Pascal, nous avons monté en grade de vaisseau, nous sommes passés au gros vaisseau. Et ça n'a pas plu aussi, hein, parce que, on marchait sur des plates-bandes. Et sur des œufs. Et j'ai même été traité de criminel, et ça a été écrit, c'était limite de la diffamation, par un collègue d'une autre ville que je ne citerai pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, comme l'a dit Pascal, j'avais créé dans mon service un véritable bloc de radiologie interventionnelle qui était organisé comme un bloc chirurgical. Et ça nous a permis de passer au gros vaisseau. Donc, comme tu l'as dit, mon ami Hervé Rousseau en collaboration avec des chirurgiens de l'équipe d'Alain Sérène, eh bien, il est passé à l'aorte, tant pour les anévrines que pour les dissections aortiques, et il est devenu un des leaders de cette technique. Puis petit à petit, les chirurgiens se sont bien battus, et on a parlé tout à l'heure de chirurgie endovasculaire, un terme que je n'aime pas beaucoup parce que ça méconnaît totalement le guidage radiologique, qui est quand même capital, à la fois avant et pendant le geste. En fait, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire que dans mes relations avec la chirurgie vasculaire, je garde le souvenir quand même de collaboration plutôt que de confrontation. Alors avec les urologues, ça n'a pas été du tout comme ça, comme l'a dit Pascal. Dès mes débuts de radiologue au CHU de Toulouse, il y avait une tradition de réunion. À l'époque, on ne parlait pas de RCP, mais c'était une réunion multidisciplinaire, médico-radio-chirurgicale, autour de l'appareil urinaire. Et cette réunion, elle a duré pendant des années, et nous discutions une fois par semaine de dossiers radiologiques. Et donc c'était extrêmement fructueux, amical, et j'en garde moi un souvenir particulièrement profond. Et comme tu l'as dit, avec cette collaboration qui était autour des images, nous avons pu l'étendre à des techniques associatives, mixtes, comme la lithotomie percutanée, où j'apportais mon savoir-faire dans le guidage radiologique, et Jean-Pierre Saramon et toi-même, vous travaillez sous endoscopie pour la destruction des calculs. Et je remercierai également les urologues, bon ça c'est un petit peu pour ceux qui m'ont succédé, d'avoir été très ouverts aux techniques de destruction tumorale percutanée guidée par l'imagerie, parce qu'on l'a développé au niveau des cancers du rein, et ça a très bien marché, ça continue de marcher. Tout ça pour dire que, encore une fois, la collaboration doit être préférée à la confrontation, même si parfois, il y a, comme tu l'as dit, on marche sur des œufs, et des plates-bandes qui sont à frottement dur. Je te remercie, Pascal, je remercie votre Assemblée de m'avoir honoré. C'est amusant ce que tu viens de raconter sur ton expérience allemande,
parce que pas plus tard qu'au mois d'avril, j'étais moi-même invité au congrès allemand d'urologie, où je présentais ma technique chère des ultrasons focalisés dans le traitement du cancer de la prostate, et un Allemand, qui était peut-être le fils de celui que tu as rencontré, a eu exactement la même phrase: ça ne servira à rien. Il y a une constance. Mais tous les jeunes urologues allemands avaient compris le contraire. Voilà, reste ici une seconde pour la photo, avec le diplôme et les médailles. Je présente mes excuses à Brice Gaillet, que je n'ai toujours pas vu et qui devait passer. Voilà. Oui, donc. Donc, il est difficile, pour ceux qui ne le savent pas, Brice Gaillet est chirurgien viscéral. Il est difficile de résumer toute ton activité. On peut dire que tout ce que tu fais, c'est dans une ambiance très chaleureuse et surtout très communicative pour entraîner toute l'équipe. Et alors, je voudrais traiter trois éléments. Quand vous avez été interne au service de François Féqueté, alors que tu étais chef avec Jacques Belghiti, Thierry Pernicini, excusez du peu, eh ben, on découvre une chirurgie absolument enthousiasmante, en particulier parce que tu es un anatomiste. Et tu es un anatomiste et chirurgien, et que la chirurgie devient simple. Quand tu expliques l'œsopharingo, la laryngectomie au staff, tu te dis, ben, finalement, l'opération n'est pas très compliquée. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais quand on est interne, on est absolument enthousiasmé, etc. Alors, un souvenir personnel que je t'ai déjà raconté, je devais t'aider sur un œsophage. Et ma femme me dit, écoute, je crois que c'est pour aujourd'hui, je crois que je vais accoucher. Je lui dis, écoute, tu t'appelles ta sœur, moi j'ai un œsophage, je vais t'aider, et pas de problème, j'ai tout à fait eu le temps, après avoir fini l'opération, de filer à Saint-Antoine pour voir ma femme accoucher, ce que je n'aurais raté sans aucun prétexte. Deuxième élément, après avoir été nommé PUPH, tu vas à l'Institut Mutualisme en Souris, qui est un des plus beaux plateaux techniques, au moins en Ile-de-France. Et c'était bien parce que c'était bien à ta main, et tu as bien su faire profiter tous ces éléments techniques et voir les envies. Alors qu'est-ce que tu as fait là-bas? Moi je retiendrai surtout que, même si tu n'étais pas spécifiquement un chirurgien hépatobiliaire, tu as été un leader mondial des hépatectomies par célioscopie. Évidemment, j'imagine que tu t'es vite mis à la cholestectomie, mais toi, c'est pas ça qui t'intéressait. C'était les hépatectomies, y compris les hépatectomies complexes, et tous les aspects qui vont avec, et qui sont toujours pas résolus, les aspects techniques, de matériel, etc. Troisième élément, tu rejoins l'Institut des systèmes intelligents et robotiques. Intelligent, d'ailleurs, ça te va bien. C'est à Jussieu. Et là, tu commences à concevoir un robot. Et ça devient une boîte qui s'appelle Moon Surgical. Et pour avoir assisté à un colloque au Sénat lundi, j'ai été très content d'entendre Aude Destoy, qui est la CEO de Moon Surgical, annoncer qu'elle avait fait une levée de fonds de 90 millions de dollars. Voilà. Ça te résume, tous ces éléments te résument. Et nous sommes ravis d'honorer toute ta carrière, qui n'est pas finie finalement, puisque l'histoire continue. Non, je ne dire pas grand-chose. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Il est vrai que j'étais anatomiste. Alors, en France, comme on est bien appartenant, ça ne choque pas, mais quand vous allez au Japon, en Chine, vous êtes professeur d'anatomie, et après vous êtes professeur de chirurgie, pour eux c'est inconcevable. J'étais un génie total, alors que vous avez tous fait, je pense, de l'anatomie comme moi. Bon, j'ai un peu poussé la formation jusqu'à être universitaire en anatomie. Ça n'a pas, voilà, ça a été
une aide considérable, tu as raison de le dire, pour la chirurgie. Ensuite, moi, mon parcours, il est vraiment lié à mes patrons, quoi. J'ai eu la chance, je suis tombé sur des patrons formidables. Henri Garnier, pour ceux qui l'ont connu, malheureusement meurt très jeune, Jean-Paul Clos, et puis qui était bien sûr derrière, mais il y en a beaucoup d'autres qui m'ont impressionné, et je les vois ici, que j'ai été voir, et je pense aussi à Henri Bismuth quand c'était pour la transplantation. Et puis finalement, j'ai eu la chance, que les chances, et on monte sur les épaules des géants, quoi, vraiment, quand ils sont forts, on monte au-dessus. Et j'ai eu la chance, absolument à hasard, de remplacer M. Lotte, du Lotte et Fossard, pour les anciens, à Vichy, et c'était dans cette clinique que faisait Hubert Manès de la célioscopie gynéco, bien avant qu'on en parle. J'ai pas tout compris ce qu'il faisait, j'ai compris, il m'a demandé de faire avec moi une section de bride sur une jeune fille, ce qu'on a fait, j'étais tétanisé à l'idée de faire une célioscopie en occlusion, contre-indication absolue au pneumo, on a fait tout ça, on a coupé la bride. Je suis rentré à Beaujon, tu dois t'en souvenir, et j'ai expliqué à Féqueté, j'ai dû parler 45 minutes d'une section de bride, 45 minutes pour lui expliquer tout ce qu'on avait fait, que j'étais enthousiaste pour traiter l'occlusion. J'ai rien compris à l'histoire, mais rien. Et il m'a répondu, ce qui est quand même historique, on ne fera pas de chirurgie foraine dans mon service. Et nous avons fait un peu de chirurgie foraine, et nous sommes bien sûr d'après, et c'est après Dubois. Quand j'ai entendu que Dubois faisait une cholécystectomie, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis imbécile, quoi. C'était 5 ans après, hein. Bref, donc je n'ai rien, je n'ai la chance que d'avoir eu des maîtres ou des voisins de brillants et après de développer. Et tu as raison, c'est vrai que la célioscopie, quand on a commencé, ce qui m'a séduit, c'est de se dire je recommence mes études. On démarre comme des internes, ça va être formidable. Et j'ai eu, c'est vrai, l'intuition qu'on a dû tout faire en célio et pas seulement des vésicules. Ça c'est vrai. Et ben, c'est ce qui est arrivé, on a fini, enfin à mon sourire, on était vraiment beaucoup de choses. Et depuis, alors tu attends, j'arrête ma carrière chirurgicale dans 15 jours. Donc voilà, j'ai fait Macron plus 10, mais c'est bien, Macron plus 10, il faut s'arrêter. Et je démarre deux vies. D'abord, le AIS, vous avez parlé, vous avez raison, du journal de chirurgie, de l'intelligence artificielle, l'AIS, et je suis éditeur émérite de cette revue, puisque je l'ai un peu, avec Mondreau, qui était mon élève, on a commencé au début, mais depuis, je suis simplement émérite. Voilà. C'est comme les living legends, il faut juste être living. Le legend, c'est moins important. Ce qui compte, c'est être living. Et donc, la deuxième, ça, c'est mon partie de plaisir, parce que je crois que c'est l'avenir de la chirurgie. C'est une partie 4.0, dont vous en avez parlé vous aussi. Et la deuxième, c'est effectivement Moon Surgical, qui est un robot qu'on a développé à Lisieux pendant 15 ans, parce que c'était mon laboratoire. Après l'anatomie, je suis rentré en robotique, donc à Jussieu. Et pendant 15 ans, on a travaillé sur ce robot, et au moment de partir, parce qu'avoir la fac 60 ans terminée, 65 terminée, j'ai créé la start-up à ce moment-là. Donc elle est très récente, c'est une toute petite société qui a démarré en 2019, fin 2019. Et effectivement, on a maintenant une levée de fonds de un peu plus de 95 millions de dollars. Et on travaille en France et aux États-Unis, mais là, l'usine sera en France, ça c'est acté. Et on a déjà démarré, on a deux robots en France et 2 robots aux États-Unis qui opèrent, enfin les chirurgiens opèrent avec des robots, et on est bientôt à une centaine de malades. Il n'y a pas d'échec pour le moment, on n'a pas eu de problème, on attend, on aura forcément des problèmes, mais pour l'instant, j'espère pouvoir donner à tous les chirurgiens un outil pour s'aider et puis surtout faire de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de deep learning dans ce robot, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, assez vite, il opère comme vous, c'est-à-dire qu'il vous propose la position, vous n'avez pas à l'installer, il s'installe tout seul. Et quand vous opérez, il va aller dans les... Si vous n'avez pas été 10 fois de suite dans une région, il va vous mettre des murs virtuels pour pas que vous y alliez. Par erreur, puis après, si vous voulez y aller, vous y allez. Voilà, ça va être de l'aide pour les plus jeunes, peut-être plus que pour les anciens, mais je suis content d'avoir pu faire ça. Voilà, merci. Merci. Je crois que c'est une illustration extrêmement concrète de ce qu'on disait auparavant, du rôle des chirurgiens et de leur relation avec l'industrie, qui est pour nous une évidence. Bravo. Pour conclure cette remise de la médaille Ambroise Paré, et je trouve que l'alphabet a bien fait les choses, puisque c'est maintenant le tour de Philippe Marre.
Philippe. Bravo. La médaille arrive. Philippe, un passionné, une vraie vocation, médicale d'abord, puis chirurgicale. Un homme de réflexion et d'action. C'est pas si fréquent. Un travailleur infatigable, que tu es encore, qui a été reçu pour commencer 6e au concours de l'International des hôpitaux de Paris en 1967, et qui bénéficiera ainsi d'une formation très haut niveau. À Cahors, tu t'es d'abord installé, attiré par l'expérience d'un hôpital neuf, et peut-être aussi parce que le Lot est le berceau de la famille Marre. Tu laisseras ta marque autant dans le service que dans l'esprit des internes que tu as formés, qui m'ont rapporté ton très haut niveau d'exigence, que nous pouvons encore vérifier aujourd'hui. Puis à Saint-Germain-en-Laye, tu as poursuivi ta réflexion sur les capacités d'autonomie d'un établissement public et des possibilités d'innovation, avant de franchir le pas vers une installation libérale à la clinique de l'Europe à Port-Marly, en 1993, pour 20 années que tu qualifies de magnifiques, profitant de ta formation en Célio, notamment par François Dubois et par un certain Hubert Joannet, pour la chirurgie bariatrique, bien évidemment. Et tu seras ainsi parmi les premiers à réaliser, entre autres, dès 2003, des gastrectomies en manchette. C'est un soir de 1997, tu me l'as dit, et tu reçois un appel de Jean Moreau, alors président de notre académie, qui t'invite à être candidat à l'Académie de chirurgie, avec le soutien de Michel Malafosse. Tu seras finalement élu membre associé en 2001, puis secrétaire annuel en 2004, et là les choses s'accélèrent, secrétaire annuel avec Georges Mention, titulaire en 2009, membre du CA en 2010, archiviste bibliothécaire de 2011 à 2014, secrétaire général de 2015 à 2018, vice-président en 2020 et président en 2021, où tu m'as accueilli à ce moment-là et bien encouragé. Dans toutes ces activités, tu laisseras une trace indélébile et tu auras pu ainsi contribuer, et tu contribues encore, j'insiste, au développement et au rayonnement actuel de notre compagnie, qui ne peut pas mieux te remercier qu'en te décernant sa plus haute distinction. Mon cher Président, mon cher Pascal, je suis très honoré et très touché par cette marque de reconnaissance. J'aime beaucoup cette médaille Ambroise Paré, qui est l'œuvre très originale de mon amie Madame Guillemette de Villancourt, épouse du violoncelliste Dominique de Villancourt, que vous avez choisi avec Hubert pour symboliser notre compagnie. Ambroise Paré, le chirurgien des rois, a une place unique dans notre panthéon chirurgical français. Il incarne l'avènement de la chirurgie moderne au XVIe siècle, fondée sur l'observation du corps humain, à l'origine de la démarche scientifique, par la diffusion de l'étude de l'anatomie, jusqu'alors interdite par l'Église chrétienne. En étant le premier à rédiger ses travaux en français, il marque la transition du barbier chirurgien médiéval au maître chirurgien du futur XVIIIe siècle des Lumières, qui va s'affranchir progressivement de la tutelle de l'obscur savoir médical universitaire exprimé en latin. Ces 10 années passées au service de notre compagnie ont été très fécondes pour moi, et nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture de celle-ci aux futurs opérateurs du Conseil national des jeunes chirurgiens avec Henri Judet, au monde institutionnel avec François Richard, au monde universitaire avec notamment Dominique Franco, et maintenant au monde industriel avec Albert-Claude Benamou et Jean-Claude Couffinal, ainsi que toi, mon cher Pascal. J'ai ainsi la chance de contribuer au développement et au rayonnement actuel de l'Académie de chirurgie dans son soutien à l'enrichissement
et à la diffusion de l'excellence de la chirurgie française dans le monde. Je vous remercie tous. Maintenant, je donne la parole à Richard Villet, ancien président de l'Académie, tout le monde le sait, qui va remettre la médaille Scali-Villet au docteur Gwenaël Ferron. Je te laisse. Je suis très, très gêné de prendre la parole après la présidence et après toutes ces médailles Ambroise Paré. Mon intervention va être beaucoup plus modeste, mais je pense que si vous voulez je vais expliquer en une seconde la médaille Scali-Villet. J'ai honte qu'il y ait Villet derrière, mais c'est comme ça. Bon. Mais c'est Scali en particulier, parce que j'ai récupéré, pour ceux qui le savent, après avoir fait un très grand parcours de chirurgie digestive avec mon maître Pierre Hautefeuille, que je remercie, le service de Pierre Scali, et qui a été tout à fait remarquable, et je crois que j'ai fait beaucoup pour faire que la chirurgie gynécologique soit reconnue comme le reste de toutes les chirurgies. Vous avez vu qu'on met souvent la chirurgie viscérale, et la chirurgie gynécologique est très, très, très difficile également, et de même que la chirurgie vasculaire, et on a décidé, grâce à l'association qui avait été créée par Pierre Scali en 1978 et que j'ai reprise après, grâce à des fonds, à développer, à soutenir l'Académie de chirurgie, vous le savez, pendant ma présidence, et on a eu l'accord du conseil d'administration pour remettre chaque année une médaille en hommage à Pierre Scali, et nous avons choisi de remettre cette médaille à un chirurgien qui fait honneur à cette chirurgie complexe, et notamment dans le domaine de la cancérologie. Et j'ai choisi cette année, alors on a remis la médaille actuellement à tous des gens qui étaient en fin de carrière. Et là, vous allez avoir un jeune chirurgien en début de carrière, si je puis dire, s'il ose, malgré ses cheveux blancs et sa calvitie, accepter ce terme de jeune chirurgien, puisque Gwenaël Ferron a que 55 ans, si je me souviens bien. Il a fait ses études entre Montpellier, Rennes, et puis je voudrais saluer Bernard Launois. Ben oui, il a été externe dans votre service à Rennes, et il s'en souvenait, on en a parlé récemment. Donc ça, vous l'avez marqué sur le plan de la chirurgie. Et ensuite, il a fait toute sa carrière au centre Claudius Regnault à Toulouse. Il est apte à diriger des recherches, il a été au CNU, et il s'est investi tout particulièrement dans la chirurgie lourde carcinologique, en particulier à la fois dans la chimiothérapie intrapéritonéale, dans les exentérations pelviennes avec la reconstruction avec les chirurgiens plasticiens, et il est membre au niveau européen et mondial de très nombreuses sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie oncologique, et il est surtout également, ce qui est très important dans cette période, si tu veux, de parcours de soins, c'est un fédérateur, parce qu'il est, je crois, le groupe responsable de très nombreux groupes coopérateurs dans le domaine de la prise en charge des tumeurs pelviennes chez la femme, puisqu'il est responsable des tumeurs rares de l'ovaire, des tumeurs rares du péritoine, des tumeurs rares pelviennes. Et en même temps, il a fait quelque chose qui est très à l'honneur aujourd'hui, et je tiens à le signaler, c'est qu'il est cofondateur et directeur d'OncoStream. Et OncoStream, c'est un système de webinaires pour lequel il va vous dire un mot, qui fait actuellement plus de 4 à 5 webinaires par semaine, et je pense, à consacrer à l'oncologie, et je pense qu'il mérite donc cette médaille Scali. Je te remercie, Gwenaël, de l'avoir acceptée. Je crois pouvoir ajouter qu'il est aussi secrétaire général, si je ne me trompe pas, de la Société française de chirurgie, vice-président, pardon, de la Société française de chirurgie oncologique. Exactement. Et à l'Europe aussi, je crois qu'il est à l'ESGO, il est vice-président de l'ESGO au bureau, et il s'occupe, voilà, il va vous raconter lui-même ce qu'il fait, mais je suis très impressionné, je suis très honoré de lui donner cette médaille. Alors, merci, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis un petit peu stressé, donc j'ai un petit texte devant moi. Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait un peu le tour de France de M. Launois. J'ai fait partie des rares personnes qui ont doublé leur stage chez vous, avec un trublion qui était Bernard Meunier, et qui m'a introduit dans la chirurgie oncologique. Et après, effectivement, j'ai fait un parcours qui n'est peut-être plus possible maintenant, en mixant de la gynécologie, beaucoup de chirurgie viscérale, en particulier avec le professeur Philippe Rouanet à Montpellier, avec Jacques Domergue, chez qui j'ai été chef de clinique, en ayant fait un petit peu de transplantation hépatique pour finir par faire de la chirurgie gynécologique, c'est assez rigolo. De l'urologie également, et puis je suis le premier Français à avoir eu le BSQ de Surgical Oncology, et dont vous savez que c'est une spécialité qui malheureusement n'est pas reconnue en France. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a développé, grâce à
à l'échange, hein, quand on est dans des établissements dans lesquels on a des élèves de Jean-Pierre Chavoin, Dimitri Gangloff, qui sont des chirurgiens plasticiens hors pair dans les lambeaux perforants, dans les lambeaux libres. On peut proposer à des patients qui ont fait des chirurgies ultra mutilantes de faire des reconstructions. Et je milite au niveau mondial pour qu'on propose aux femmes à qui on fait des exentérations pelviennes de faire des reconstructions vaginales. On a montré par une étude en France que cela améliorait fortement la qualité de vie des patientes, mais également avec ton ancien collègue Bernard Malavaux, a développé des reconstructions urinaires orthotopiques pour que les patientes, qui sont des femmes, n'aient plus des briquaires, mais puissent uriner normalement, et ça marche, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec des jeunes patientes qui ont des reconstructions vraiment complètes, à la fois urinaires et vaginales. Et puis, tu l'as dit, je fais partie des premiers à avoir osé mettre de la chimiothérapie dans le ventre d'un patient, mais quand on est dans un centre dans lequel on a le leader mondial de la pharmacocinétique du médicament qui s'appelle Étienne Chaput, on l'a fait de façon scientifique avec de la pharmacocinétique, et j'ai eu la chance de faire ma thèse d'université avec lui. Tu l'as dit, il faut apprendre aux autres, et on a lancé moi j'ai la chance d'avoir plein de jeunes autour de moi, des films scientifiques, des films de techniques chirurgicales en 10 étapes. On a publié plus de 25 dans les journaux internationaux qui sont maintenant réputés, puisque une des techniques est l'article vidéo le plus vu au monde de la revue Gynécologie. J'en suis assez fier. Et puis tu l'as dit, OncoStream. OncoStream, c'est une idée d'il y a 8 ans, et qui est l'ouverture pour tous les jeunes, parce que vous savez que les jeunes n'ont plus accès au congrès à l'heure d'aujourd'hui du fait des législations qu'il y a en France, mais ça leur donne accès à tout le puits de science en cancérologie, que ce soit en oncologie médicale, mais également en oncologie chirurgicale. Et puis c'est difficile de finir une élocution sans parler de la recherche, parce que j'ai un gros pied en recherche. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont passé un M2 de recherche chirurgicale avec M. Franco, moi aussi, c'était il y a 15 ans. Et j'ai la chance d'être dans une équipe INSERM qui s'occupe de génomique du sarcome. On est très loin de la chirurgie, et vous verrez, cette équipe a produit une signature génomique qui est révolutionnaire à l'heure d'aujourd'hui dans le sarcome, dans les indications de chimiothérapie, et également en recherche clinique. Et pour ceux qui connaissent un peu la gynécologie, il y avait une intervention mythique qui était le Vertime. Demain, je vais à la Société française d'oncogynécologie présenter un essai clinique qui a été fait en France et au Canada, enterrant définitivement le Vertime, qui était une technique faite il y a 150 ans, jamais réévaluée, là, réévaluée sur 900 patients. Merci à vous. Juste un mot pour te dire, et à travers toi à la Société française de chirurgie oncologique, qu'on vous attend à l'Académie, qu'une première invitation malheureusement n'a pas pu être remplie, et donc on espère en 2024 vous recevoir. Merci et bravo. Alors,